Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille un invité, Jean-Marc Meyer. Tu as eu 1000 vies professionnelles. Tu as été avocat, juriste d'entreprise, porte-parole du parquet, puis procureur du roi à Bruxelles. C'est le plus grand parquet du pays. Et c'est cette fonction de procureur du roi qui va m'intéresser aujourd'hui. Bonjour Jean-Marc Meyer. Bonjour Nadia. Alors, une petite précision aux auditeurs, on se connaît dans la vraie vie, c'est pour ça que je me permets de te tutoyer. Ce n'est pas que je te manque de respect. J'espère que tu n'y vois pas d'inconvénient. Pas du tout. Alors, tu as été procureur du roi. Ma première question, c'est comment est-ce qu'on devient procureur du roi ? Ben d'abord, il faut devenir magistrat, il faut réussir l'examen d'aptitude à la profession de magistrat. Il y a 2 voies pour devenir magistrat, c'est l'examen d'aptitude ou un concours d'accès au stage. Moi, j'ai fait l'examen d'aptitude il y a déjà longtemps, en 2003. Et une fois qu'on a réussi cet examen d'aptitude, c'est le sésame pour pouvoir postuler à une fonction de magistrat, quelle qu'elle soit. On choisit soi-même la fonction à laquelle on veut postuler. Et moi, j'ai postulé comme substitut du procureur du roi à Bruxelles, à la suggestion d'un ami qui m'avait dit que c'était un beau métier et que quand on était jeune, on s'y plaît beaucoup et qu'on a beaucoup de responsabilités et que c'était fort intéressant comme boulot. Et donc, après avoir réussi l'examen, j'étais à l'époque juriste d'entreprise, j'ai réussi l'examen, puis j'ai postulé, j'ai été engagé au parquet de Bruxelles il y a déjà assez longtemps. Ouais, c'est d'ailleurs là qu'on s'est connus, parce que j'ai été journaliste, puisqu'à un moment, tu es devenu porte-parole, il me semble. Effectivement, je suis rapidement devenu porte-parole, un peu par le hasard des choses, puisque je partageais mon bureau avec une des porte-paroles du parquet. Et comme j'ai le grand avantage d'être bilingue, ils m'ont tout de suite demandé si je pouvais leur donner un petit coup de main. Et puis la mayonnaise a pris. Je suis resté porte-parole du parquet pendant 10 ans. Mmh. Et alors, tu disais que ton ami t'avait dit que c'était un chouette métier. Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que ça t'a plu ? Ah oui, c'est un chouette métier. C'est vraiment un très beau métier. Alors, ça peut paraître bizarre puisque j'ai quitté le métier, j'ai quitté la magistrature il y a 1 an et demi. Mais j'ai vécu 18 excellentes années, 18 très belles années, que ce soit comme substitut, premier substitut et après procureur du roi, quelles que soient les tâches que j'ai réalisées là-bas, de la gestion de dossiers, de la gestion de crise, de la gestion du management, puisqu'à la fin, comme procureur, c'était essentiellement du management. Mais c'est un métier extrêmement vivant, extrêmement dynamique, et extrêmement utile aussi. Et donc, non, j'ai eu aucun regret. Je suis parti avec le sentiment d'avoir eu des magnifiques années, d'avoir fait des belles choses, d'avoir vécu des expériences que peu de gens ont l'occasion de connaître dans leur vie professionnelle. Après, je suis parti vers d'autres horizons, mais donc aucun regret, mais aussi vraiment de très belles années. Mmh. Alors, pour que les auditeurs comprennent bien, il fait quoi, le procureur ? C'est quoi son job ? Alors, le procureur, il est là principalement pour rechercher et poursuivre les auteurs d'infractions. Ça, c'est sa première tâche, c'est la tâche principale. Donc, vous êtes victime d'un vol, la police, elle agit sous l'autorité du procureur du roi, qui est responsable final de l'enquête et qui donne les instructions, la direction de l'enquête. Et donc, la première tâche du procureur du roi, c'est de mener les enquêtes à bien pour identifier l'auteur de ce vol, et puis, s'il est identifié, décider s'il doit être poursuivi. Il y a différentes manières, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais décider si oui ou non il doit être poursuivi, ou s'il faut lui proposer une transaction, ou s'il faut simplement lui faire, comme on dit dans le jargon, une admonestation, c'est-à-dire le recevoir et lui montrer le gros doigt sévèrement dans son bureau en disant « il ne faut pas recommencer ». Bref, c'est vraiment essayer de donner la meilleure réponse possible à un fait, à une infraction que quelqu'un aurait commise. Donc ça, c'est la première tâche. La deuxième tâche, on est plus dans le droit de la jeunesse, dans le droit de la famille. Le procureur du roi, il représente l'intérêt public, l'intérêt de la société. Et l'intérêt de la société, c'est que les mineurs et les personnes vulnérables soient protégés. Et donc, il intervient devant les tribunaux de la famille et les tribunaux de la jeunesse pour justement représenter l'intérêt social et représenter aussi les intérêts des mineurs qui sont dans des situations familiales complexes, qui sont parfois maltraités, qui sont parfois qui sont victimes d'infractions commises par leurs parents ou par leur entourage. Et donc, il y a vraiment une fonction de représentation de l'intérêt social. Et cette représentation-là, elle vient aussi dans une
dans un troisième pan de l'activité du parquet, le ministère public, comme on dit, le parquet rend des avis dans les matières civiles, là aussi où l'intérêt public est en jeu. Donc, essentiellement, sont dans les matières de nationalité, acquisition de la nationalité. Il y a des enquêtes qui sont menées par le parquet pour vérifier, par exemple, si telle ou telle personne qui sollicite l'obtention de la nationalité belge n'a pas de dossiers pénaux ou n'a pas d'objection à ce qu'il obtienne la nationalité. Ça, c'est le troisième élément important dans les tâches du procureur du roi. Alors, tu voulais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai quand même envie d'un petit peu rentrer dans les détails. Donc, imaginons une infraction. Tu as pris tout à l'heure l'exemple du vol. Comment est-ce que ça se matérialise le boulot du procureur ou du substitut vraiment dans le quotidien? Donc, j'invente, je me suis fait cambrioler chez moi, le préjudice est relativement important, j'appelle la police qui vient constater. À quel moment le parquet intervient? Alors le parquet peut intervenir très rapidement ou ne pas, ou pratiquement pas, ça dépend en fait de chaque dossier. Mais dans l'exemple du vol, imaginons que ton GSM a été volé, qu'il est toujours actif. Si on veut localiser ce GSM, il faut une autorisation particulière. Les policiers ne peuvent pas le faire tout seuls. Et donc, ils vont téléphoner immédiatement au procureur du roi pour demander l'autorisation de localiser ce GSM. C'est un exemple parmi des dizaines et des dizaines d'autres. Mais donc, en fait, le parquet travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a, pendant les heures du bureau, tout le monde est là. Et puis, en dehors des heures de bureau, il y a plusieurs magistrats qui sont de garde et qui sont là pour répondre à toutes les questions des policiers, toutes les questions urgentes. Alors, j'ai donné l'exemple de la localisation du GSM, mais si tu te fais arrêter, que tu souffles dans le ballon et que malheureusement le résultat est positif, pour retirer ton permis de conduire si tu es au-delà d'un certain seuil, il faudra également l'autorisation du procureur du roi. Pour autoriser une perquisition en flagrant délit, c'est une perquisition, c'est-à-dire rentrer chez les gens sans leur consentement, également, il faudra l'autorisation du procureur du roi. Et de manière générale, quand les policiers ont besoin de définir la stratégie à suivre dans un dossier, quel est le premier devoir qu'on va poser, comment est-ce qu'on va le faire, qui il faut prévenir, est-ce qu'il faut faire venir certains experts, etc. Tout dépend de nouveau de dossier en dossier. Il y a un contact qui est pris avec le procureur du roi qui oriente l'enquête. Maintenant, il y a des faits plus simples dans lesquels les policiers agissent seuls. On est venu cambrioler chez toi, ils font venir le laboratoire, le dossier est clôturé sans avoir besoin d'un avis immédiat du procureur du roi. Et alors à ce moment-là, le dossier parvient au parquet qui l'analyse sur papier, j'allais dire, et qui définit les suites qu'il faut y donner. Est-ce qu'on a une chance d'identifier un auteur, auquel cas on va mener l'enquête? Et si on estime qu'il y a peu de chance ou pas de chance d'identifier un auteur, ce qui arrive malheureusement assez souvent aussi, le dossier est, comme on dit, classé sans suite. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas donner de suite judiciaire parce qu'on ne pourra pas identifier un auteur. Or, j'ai bien expliqué, c'est la première mission, c'est identifier les auteurs des infractions et les poursuivre. Ça, c'est hyper important ce que tu dis, parce que souvent, le grand public a l'impression que la police fait rien, que le parquet ne fait rien. Si, il y a des choses qui sont faites, mais malheureusement, parfois, si on n'a pas d'auteur, c'est compliqué de le traîner devant le juge. Oui, effectivement, il faut des auteurs et il faut aussi une chance raisonnable d'identifier un auteur. Et on n'a pas ça dans tous les dossiers. Dans ce qu'on appelle les classements sans suite, effectivement, c'est une connotation très négative. D'ailleurs, mes anciens collègues ont changé l'appellation. Ils appellent ça un traitement sans suite, pour montrer qu'en fait, on traite le dossier, mais qu'on ne peut pas y donner de suite. Quand on dit on classe sans suite, ça donne l'impression qu'on n'a pas de considération pour le dossier, ce qui était faux. Et donc, voilà, c'est une petite notion sémantique qui vient de changer, mais simplement pour expliquer qu'il y a effectivement un travail qui est fait derrière, et que dans la majorité de ces dossiers qui sont traités sans suite, la majorité le sont pour des raisons techniques, c'est-à-dire on ne peut pas identifier un auteur, ou bien il n'y a pas d'infraction, parce qu'il y a aussi toute une série de plaintes où les gens viennent déclarer des faits à la police, mais qui ne constituent pas un fait pénal. Il faut pouvoir démontrer un fait qui est
pénalement sanctionnable, qu'on pourrait éventuellement poursuivre devant le tribunal correctionnel. Oui, Ou devant le tribunal intéressant. de police. Mais on n'est plus à Bruxelles à l'époque, puisque ça fait quand même 1 an et demi que je suis parti, donc je n'ai plus les statistiques actuelles, mais à Bruxelles à l'époque, on était à plus de 60% de dossiers qui étaient classés sans suite, qui l'étaient pour des raisons techniques. Donc ça ne fait plus que 40% pour des raisons d'opportunité. Et là, on rentre dans la difficulté qu'on comprend bien avec le public, qui est de dire, oui, si c'est des raisons d'opportunité, c'est parce que vous n'avez pas envie de traiter le dossier, ce qui n'est pas le cas non plus, mais il faut avoir les moyens suffisants, que ce soit à la police, ou au sein du parquet, ou aux tribunaux, pour pouvoir poursuivre les auteurs des faits, et on ne les a pas. Et donc, il faut faire un certain nombre de choix, de priorités, et décider quel dossier va-t-on amener au tribunal, dans quel dossier on va aboutir à une médiation pénale, dans quel dossier on va faire payer une transaction, dans quel dossier on va faire une admonestation, donc le gros doigt, et dans quel dossier on va dire on arrête et on ne fait rien, en espérant qu'il n'y ait pas de nouveaux faits qui soient commis. Alors, est-ce que tu peux donner les différences entre transactions, admonestation, on a compris, parce que je pense que le grand public ne doit pas connaître. La transaction, c'est très simple, tout le monde connaît. Quand on roule trop vite, de nouveau, on paye une transaction. Et on se voit d'abord proposer une transaction, c'est-à-dire plus que 2 km/h au-dessus de la vitesse maximum autorisée, on reçoit une transaction de 50 €. Si on ne la paye pas, on est poursuivi devant le tribunal. Et donc là, c'est une citation, mais avant ça, on se voit proposer une transaction, et si on paye la transaction, ça éteint, comme on dit, l'action publique, c'est-à-dire il n'y a plus de possibilité de poursuivre pour cette infraction-là. Ça, c'est la transaction pénale. La médiation a un aspect beaucoup plus, collaboratif. C'est-à-dire qu'on fait venir, on fait suivre à la fois l'auteur et la victime par des assistants de justice. Il y a une discussion qui s'engage. Il peut y avoir des travaux d'intérêt général qui sont décidés. Mais il y a un modèle beaucoup plus collaboratif et une espèce de modèle de conditions aussi, puisqu'il y a un certain nombre de conditions que doit remplir l'auteur. Et si tout est bien rempli, s'il y a un accord avec la victime, et si l'auteur a fait ses travaux d'intérêt général, ou s'il a rempli les conditions qui ont été posées par le parquet, puisque c'est le parquet qui propose les médiations, à ce moment-là, à nouveau, le dossier est classé sans suite, terminé, plus de possibilité de poursuite pour les mêmes faits. Mais alors, dans la pratique, on les met dans la même pièce et on discute, ou c'est beaucoup plus administratif, ou c'est le parquet qui dit voilà les conditions à remplir. Souvent, on propose de dédommager la victime, par exemple. Oui. D'abord, le dédommagement de la victime est une condition légale pour pouvoir partir en médiation. Mm-hmm. Et ça dépend des dossiers de médiation, évidemment, mais dans beaucoup de dossiers de médiation, il y a au minimum une audience, lors de laquelle, on appelle ça une audience d'ailleurs, lors de laquelle le prévenu et les victimes sont présents, en présence du parquet et de l'assistant de justice qui a suivi le dossier. Et il y a donc un vrai contact, il y a un travail commun. Les assistants de justice font souvent le travail d'un côté avec le prévenu et puis de l'autre avec la victime et jouent le go-between entre les deux, mais il arrive aussi qu'il y ait des sessions où ils sont mis en présence l'un avec l'autre. Et je dois bien dire, dans mes années, il y a un petit temps déjà, mais où j'étais vraiment en charge des dossiers, j'ai fait énormément de médiation, notamment dans le cadre de dossiers de violence à l'égard de policiers. Mm-hmm. Et je pense que ça apporte beaucoup d'apaisement d'un côté comme de l'autre. Donc c'est vraiment une procédure qui est très utile. Mais de nouveau, une bonne justice, ça prend du temps. Et donc, la médiation, c'est chronophage. C'est très utile. Ça apporte vraiment un plus pour toutes les parties, mais ça prend du temps. OK. Alors, si le dossier ne fait pas l'objet d'une transaction, ne fait pas l'objet d'une médiation, et qu'il fait l'objet donc d'une enquête, il y a 2 types d'enquêtes ? Oui. Alors, il y a l'enquête qui est menée par le parquet. On appelle ça l'information judiciaire. Et puis, il y a l'enquête qui est confiée par le parquet à un juge d'instruction, et on appelle ça l'instruction judiciaire. Quand est-ce qu'on choisit l'un ou l'autre ? Ça dépend un peu de parquet à parquet. À Bruxelles, la politique, c'était de dire on ne confie le dossier à un juge d'instruction que si on doit poser des actes qu'on ne peut pas poser soi-même. Alors, on va revenir un peu sur quel type d'acte. Donc, dans toute la chaîne pénale, chaque acteur a des pouvoirs qui sont limités. Mm-hmm. La police peut faire certaines choses seule, et puis à un moment donné, ils doivent appeler le parquet.
Le parquet peut faire certaines choses seul, et puis à un moment donné, il doit demander l'autorisation d'un juge d'instruction. Le juge d'instruction peut faire certaines choses seul, et puis à un moment donné, il doit se faire contrôler par le tribunal. Donc il y a vraiment une chaîne de contrôle tout au long de la chaîne pénale. Au plus on va loin dans les mesures privatives de liberté ou dans les mesures qui sont une atteinte à nos droits à chacun, au plus il y a de contrôle. Et donc, à un moment donné, les perquisitions, en flagrant délit, j'ai dit on faut demander l'autorisation au parquet, mais dès qu'on sort du flagrant délit, comme c'est une mesure qui est une atteinte à la vie privée, le parquet doit demander l'autorisation au juge d'instruction. Et donc, il va confier le dossier dans son entièreté au juge d'instruction. Il s'en défait totalement, le parquet, et c'est le juge qui va mener toute l'enquête, poser tous les devoirs, même ceux que le parquet pouvait poser lui-même. Et quand il estime que son enquête est terminée, il renvoie le dossier chez le parquet pour que le parquet puisse faire ce qui doit être fait pour décider oui ou non si ce dossier va aller devant le tribunal correctionnel. Ça, c'est l'instruction judiciaire. Oui, je renvoie à l'interview que j'ai faite de Madame Isabelle Panou, qui est juge d'instruction, où on détaille un petit peu plus. Je ne sais pas si elle sera déjà diffusée, quand cet épisode sera diffusé, mais en tout cas, il y a un épisode avec un juge d'instruction pour mieux comprendre son métier. Mais donc, on va se pencher alors sur l'information judiciaire. Et c'est la majorité des dossiers. Oui. Donc, dans un parquet, la toute grande majorité des dossiers est traitée à l'information judiciaire. Ce n'est qu'une très petite partie qui est confiée au juge d'instruction, mais ce sont les dossiers qui sont à l'instruction qui ont plus de visibilité parce que, par définition, ce sont les dossiers dans lesquels il y a plus d'enjeux, puisqu'on utilise des méthodes qui sont plus intrusives. Mais donc, l'information judiciaire, c'est envoyer des devoirs, demander au service de police d'entendre telle personne, d'aller vérifier tel endroit, de nous faire un plan des lieux détaillé pour qu'on comprenne comment ça fonctionne, d'identifier des témoins potentiels et d'aller les entendre, de faire des enquêtes bancaires, enfin, donc tout ce qu'on peut imaginer comme devoir d'enquête peut être fait dans le cadre de l'information judiciaire. Et une fois qu'on a rassemblé tous les éléments qu'on estime devoir rassembler, on fait un véritable travail de magistrat, c'est-à-dire qu'on analyse le dossier, on pèse le pour et le contre, et on se dit, est-ce que j'ai suffisamment d'éléments pour traduire cette personne devant le tribunal ? Et si oui, est-ce que le tribunal est la bonne réponse ? Est-ce que je ne dois pas plutôt faire une médiation ou une transaction ? Mais imaginons qu'on est plutôt dans le cas du tribunal, je dois vérifier si j'ai des éléments constitutifs d'une infraction. Est-ce que tous les éléments de l'infraction sont présents ? Et si j'estime que oui, est-ce que je peux le démontrer suffisamment ? Parce que le parquet a la charge de la preuve. Donc le parquet amène un dossier devant le tribunal et dit voilà, je voudrais que vous condamniez monsieur ou madame à une peine d'emprisonnement de autant parce qu'il a commis tel ou tel fait. Ça ne suffit pas de le dire comme ça. Je dois démontrer pourquoi j'estime qu'il a commis tel ou tel fait. Et du côté de la défense, justement, on va prendre les autres arguments pour dire non, ou bien il n'a pas commis tel ou tel fait, ou il y a des circonstances qui expliquent pourquoi les faits ont été commis comme ça. Mais donc vraiment, le rôle du parquet, c'est ça, c'est de construire le dossier et après de l'analyser pour voir si des suites se justifient ou ne se justifient pas. C'est important ce que tu viens de dire, c'est le fait que le ministère public a la charge de la preuve, et ça c'est parce que c'est inscrit dans la loi, on ne peut pas condamner quelqu'un de façon légère, si je puis dire. Donc ça c'est quelque chose, moi je constate parfois dans le grand public, c'est quelque chose qu'on ne saisit pas. Des fois les gens ont l'impression que c'est un petit peu subjectif, alors que ça l'est pas du tout. Tu parlais tout à l'heure d'éléments constitutifs. Voilà, quand on va lire le code pénal, on a une définition plus ou moins claire de ce qui constitue une infraction et ce qui ne l'est pas. Oui, effectivement. Mais dans toutes les infractions, ou dans la plupart des infractions, il y a un élément qu'on appelle un élément matériel. Qu'est-ce qui a été commis matériellement ? Et puis il y a l'élément moral qui est très important, qui est est-ce que la personne a voulu commettre cette infraction ? Et ce sont ces deux éléments réunis qui font qu'on peut démontrer que quelqu'un est responsable pénalement, parce que en fait, poursuivre quelqu'un pénalement, c'est lui imputer une certaine responsabilité. Il a commis objectivement un fait matériel qui est sanctionnable, que la société estime contraire à ses valeurs,
et est-ce qu'il a voulu commettre ça? Et si les deux éléments sont réunis, à ce moment-là, on estime qu'on peut condamner quelqu'un. Et on est à ce point dans quelque chose de très précis, qu'il y a une règle qui dit que le doute le plus léger profite au prévenu. C'est-à-dire que si le juge a le moindre petit doute sur la culpabilité du prévenu, il doit l'acquitter. Même si, voilà, on connaît tous ce sentiment, ouais, on pense, quand on regarde des séries policières ou des films policiers, on se dit, ça doit être celui-là l'auteur. On a un feeling. Un feeling n'est pas suffisant pour condamner quelqu'un. Heureusement, c'est une garantie démocratique. Tout à fait. On vit encore, heureusement, dans un État démocratique. Dans d'autres États, c'est pas exactement la même chose. Chez nous, c'est comme ça. Il faut vraiment avoir un degré de certitude suffisant. Le moindre doute doit profiter à l'accusé. C'est une protection dont on bénéficie tous. Alors, là, on a bien compris toute la phase d'enquête. Et donc, une fois que le ou les prévenus se retrouvent devant le juge, là, de nouveau, le parquet a un rôle. Oui, tout à fait. Alors, à l'audience, et j'ai fait une petite incise, c'est ce qui rend pour moi le métier de parquet un des plus beaux métiers dans la magistrature, c'est que le parquet est présent du début à l'extrême fin d'un dossier. C'est-à-dire, quand on nous appelle au parquet pour un fait qui vient de se commettre, on donne les premières instructions dans le cadre d'une enquête, on mène l'enquête, on est là au tribunal, et je vais expliquer ce qu'on fait au tribunal, mais après le tribunal, on est là aussi pour l'exécution de la peine, s'il y a une peine qui a été décidée. On est là aussi pour l'exécution de la peine et pour le suivi devant le tribunal d'application des peines. Il n'y a aucun autre magistrat dans toute la chaîne judiciaire qui est présent de A à Z comme ça. Et c'est ça qui rend le métier aussi intéressant, aussi varié, c'est qu'on peut vraiment suivre tout un dossier dans toute la chaîne. Alors qu'est-ce que fait le parquet au tribunal? Eh bien, il amène le dossier devant le juge. C'est le parquet qui saisit le juge, dans la plupart des cas. C'est le parquet qui saisit le juge et qui dit, voilà, moi j'ai mené mon enquête, ou bien le juge a mené l'enquête, et j'estime que dans ce dossier-là, il y a un certain nombre d'éléments qui démontrent que monsieur ou madame a commis telle infraction. On prend en compte les circonstances, la personnalité, et le parquet donne, je ne vais pas dire que ce n'est pas un avis, il requiert, il demande au juge de prononcer une peine, ou de ne pas en prononcer, mais en tout cas, il demande au juge de prendre une décision par rapport aux faits, et dans la majorité des cas, il demande de prononcer une peine. Que ce soit une suspension du prononcé, que ce soit une condamnation à une lourde peine de prison, on peut aller du degré 0 au degré maximum, mais le parquet demande au juge de prononcer une peine ou de prendre une décision par rapport au dossier qui lui a été amené. Donc ça, c'est important aussi de le souligner. Donc il y a le juge qui va trancher, et puis il y a le parquet qui propose, en fait, qui va demander... En fait, le substitut qui est présent à l'audience, il représente l'État, et au nom de l'État, il va demander une sanction. C'est bien ça? Exactement. Il va demander qu'on applique, dans une certaine mesure, la loi pénale. Et il va expliquer dans quelle mesure il veut qu'on applique la loi pénale, mais effectivement, au tribunal, le parquet n'a qu'un rôle de demander. Il n'a pas de rôle décisionnel. Dans la phase de l'information judiciaire, on peut avoir un rôle décisionnel. Dans la phase de l'exécution aussi, dans la phase du jugement, on n'a aucun rôle décisionnel. Et de nouveau, c'est une garantie démocratique, puisque si on permettait au parquet de décider, le parquet serait celui qui enquête et qui en même temps décide. Il faut être objectif, c'est plus compliqué de décider de manière objective, justement, quand on a connu tout le dossier de A à Z et qu'on l'a mené soi-même, plutôt que de le soumettre à un tiers à qui on doit donner une argumentation pour le convaincre du bien fondé de son opinion. Et donc, c'est vraiment une garantie démocratique du fait que ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes instances qui décident de la poursuite et qui décident de la condamnation éventuelle. Et donc, tu disais il y a un instant, le parquet demande, et donc ça se traduit dans les faits par un réquisitoire. C'est comme la plaidoirie, mais ça s'appelle autrement, comme c'est le parquet. Mais tu m'as demandé de ne pas utiliser des termes de jargon. Oui, mais là, donc, on va l'expliquer. Effectivement. Mais donc, le document par lequel le parquet demande le renvoi devant le tribunal correctionnel s'appelle un réquisitoire. C'est un document écrit.
Et quand le parquet prend la parole au tribunal, c'est également, le tribunal d'ailleurs invite le parquet à se lever pour prendre ses réquisitions. Je fais une petite parenthèse aussi, on invite le parquet à se lever. Le parquet, c'est la magistrature debout, parce que justement, les magistrats s'expriment debout pour demander l'application de la loi au juge, qui lui reste assis et qui ne se lève jamais dans le cadre. Donc ça, c'est la magistrature assise, et le parquet, c'est la magistrature debout, même si les juges d'instruction sont un peu entre les deux, puisqu'ils sont quand même assez présents sur le terrain. Mais on va laisser ça à Isabelle, pas nous. Ok. Et donc, une fois que le juge rend sa décision, est-ce que vous recevez une copie ? Quand est-ce que vous êtes au courant de la décision du juge ? Alors, en matière pénale, les décisions du juge sont prononcées en audience publique. Donc, on est informé, en même temps que le prévenu, s'il est présent à l'audience ou représenté, du contenu et de la décision du juge. À ce moment-là, on a plusieurs possibilités. Soit on estime, mais ça arrive quand même relativement souvent, il y a eu des modifications législatives par rapport à ça jusqu'il y a peu, soit on estime que la personne qui est là a subi une lourde condamnation et qu'elle risque de s'enfuir. Le parquet, de nouveau, requiert, demande, ce qu'on appelle l'arrestation immédiate, parce qu'il y a un risque de soustraction à la justice, notamment eu égard à la gravité de la peine. Et donc, le juge statue à ce moment-là immédiatement sur le fait d'arrêter ou non la personne à l'audience. Ça se passe régulièrement, mais enfin, ce n'est pas la majorité des dossiers. Dans la majorité des dossiers, après, les jugements arrivent au parquet dans ce qu'on appelle le bureau exécution des peines. Et ce bureau est chargé de mettre en route toute la procédure d'exécution des peines. Alors, l'exécution des peines, ça dépend... La prison, ça dépend du ministre de la Justice, ça dépend de l'exécutif, mais la mise en route de la procédure d'exécution des peines, c'est le parquet qui le fait, que ce soit pour les amendes ou que ce soit pour les peines d'emprisonnement. Et donc, la personne condamnée à une peine de X années de prison va, à un moment donné, recevoir ce qu'on appelle un billet d'écrou. Et en gros, c'est une invitation à se présenter à la prison pour y être écroué. Donc, c'est-à-dire, on vous invite à vous présenter tel jour pour, de préférence avec vos affaires, pour ne plus revenir pendant un certain temps chez vous et rester pendant cette période dans l'établissement pénitentiaire. Et est-ce qu'il y en a souvent qui ne se présentent pas ? Ça représente quel pourcentage ? Alors, je n'ai pas d'idée du pourcentage de personnes qui sont absentes. C'est ce qu'on appelle un défaut. Mais il y en a régulièrement. Il y en a vraiment régulièrement. Mais je ne saurais pas dire... Ça dépend vraiment du type de dossier. Il y a beaucoup de dossiers qui concernent des personnes qui sont en séjour illégal. Donc, c'est très difficile de les toucher au niveau de la citation. La citation, c'est l'invitation à comparaître devant le tribunal. Cette invitation, elle est envoyée au parquet, puisque par définition, il n'y a pas de... Donc, si la personne qui est en séjour irrégulier n'est pas détenue, il y a très peu de chances qu'elle se présente au procès qui va la concerner. Et donc, oui, il y a très régulièrement des défauts. Mais de nouveau, il y a des garanties démocratique derrière cette procédure-là. Cette personne, le jour où elle est arrêtée parce qu'elle a été condamnée par défaut, elle revient devant le même juge. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir... elle ne va pas perdre une étape dans la procédure, mais elle va pouvoir revenir devant le même juge qui va restatuer. Elle ne va pas devoir directement aller en appel, elle pourra recommencer devant le même juge et puis aller en appel si c'est nécessaire. Mais donc oui, il y a beaucoup de défauts. Maintenant, ça n'est pas un véritable problème, c'est juste un problème de trouver les personnes, d'avoir suffisamment de moyens de les toucher pour qu'elles soient au courant des procédures qui les concernent. Mais c'est une conversation que j'ai eue avec Avi Schneebalg. Est-ce que ce n'est pas aussi la manière dont les invitations, les citations sont rédigées ? Parce que quand on n'est pas habitué, ça fait peur. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a le jargon juridique. Ouais. Maintenant, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui sont... ce sont des dispositions légales. Tout à fait. Et qui, si elles ne sont pas mentionnées convenablement, ça pose un problème de régularité de la procédure. Donc, il y a une obligation de la part de l'autorité publique de respecter un certain nombre de choses. Maintenant, il y a je ne vais pas dire que c'est un débat, mais tout un mouvement sur l'accessibilité du langage judiciaire. Les citations sont normalement traduites dans la langue. Les invitations de la police aussi. Il y a des formulaires avec des traductions dans toutes les langues possibles et imaginables. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour
pour améliorer les choses, mais ça reste effectivement compliqué pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance du domaine juridique. Et là, on peut peut-être donner un petit conseil, mais vraiment, on se soigne tout seul un peu, mais dès qu'on est fort malade, on va chez le médecin. Et il n'y a pas de raison que ce soit différent au niveau juridique. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Il y a toujours des choses plus complexes que ce qu'on pense. Les législations sont de plus en plus complexes. Même pour les avocats, ça devient difficile. Même pour nous, c'est compliqué. Même pour les avocats, c'est compliqué. Et donc, vraiment, s'il y a un conseil à donner à quelqu'un qui est poursuivi devant un tribunal, quel qu'il soit, qu'il se fasse conseiller. C'est vraiment la meilleure des choses. Et un avocat est là pour traduire ce fameux document en un langage un peu plus clair. Oui, et pour ceux qui n'ont pas les moyens, il y a les permanences du bureau d'aide juridique, et donc on ne paye pas. Il suffit juste de se présenter. J'avais encore une question, parce que là on a bien compris ce que fait le parquet. Alors toi, tu as été à la fois substitut, et puis ensuite tu es devenu procureur. Alors c'est quoi la différence ? Ah, c'est le jour et la nuit. Donc, la différence, c'est que comme substitut, moi, je gérais des dossiers. J'allais à l'audience, puis je participais, j'étais dans un groupe de gestion de crise, donc je gérais un certain nombre de crises qui sont assez régulières sur l'arrondissement de Bruxelles. Quel genre de crise ? Il y a à Bruxelles un groupe de magistrats spécialisés en prise d'otages, enlèvement, terrorisme, etc. Et donc, ce sont vraiment, dès qu'il y a, et il y en a quand même régulièrement, des enlèvements en tout cas, des prises d'otages beaucoup moins régulièrement, mais donc ce sont des situations de crise comme ça, ou des menaces sur des infrastructures critiques, des choses comme ça. Et là, on est appelable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on peut partir. Donc voilà, je faisais toutes sortes de choses très très opérationnelles. Et puis je suis devenu procureur du roi, et quand je suis devenu procureur du roi, je suis devenu manager. Le parquet de Bruxelles, c'est 450 personnes, c'est plus de 150 000 dossiers par an. Et donc, je suivais les dossiers, mais de loin, forcément, et uniquement les dossiers emblématiques dans lesquels des décisions plus stratégiques devaient être prises. Et pour le reste, c'était de la gestion de projet, de la gestion de personnel, de la représentation externe, la participation au collège du ministère public. Donc c'est vraiment un métier complètement différent. J'ai fait du management pendant cette année de procureur du roi, du management en lien avec les dossiers judiciaires, mais essentiellement de la stratégie et du management. Plus du tout, ou pratiquement plus, de dossiers judiciaires. En début de mandat, on avait promu la chambre de procédure accélérée avec le président de l'époque, qui était Luc Hénard. Et donc, je trouvais ça très sympathique que le président du tribunal et le procureur du roi soient présents à une audience. Donc, je faisais une audience tous les 15 jours avec lui. Mais bon, lui, il a fait ça jusqu'à la fin de son mandat. Oui. Moi, j'ai tenu, je pense, 6 mois. Et puis après, voilà, c'est inconciliable avec mon agenda de procureur du roi. Et puis, il faut l'accepter, que c'était plus mon rôle. Voilà, mon rôle était différent. Je devais être présent pour d'autres choses. Je devais être présent pour les collègues. Je devais être présent pour les urgences ou des choses inopinées, pour donner mon conseil, mes avis ou mes orientations. Et je ne devais pas être occupé à l'audience parce que ce n'était pas mon rôle. Donc, j'ai arrêté de le faire. Ok. Est-ce que, alors c'est peut-être une question un peu naïve de ma part, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais est-ce que quand on est procureur du roi, est-ce qu'on subit des pressions ? Non. Alors, j'ai l'impression que je vais appeler ça un fantasme, ça a un côté un peu négatif, fantasme, mais il y a une espèce de fantasme qui existe par rapport à ça. Moi, je ne peux parler que de mon expérience personnelle, je ne peux pas parler pour les autres, mais dans mon expérience personnelle, je ne peux pas dire que j'ai subi de pression directe à aucun moment. À aucun moment. Et pourtant, j'ai traité des dossiers vraiment très sensibles. Maintenant, de la pression, elle est quotidienne. Mais c'est la pression de l'environnement, c'est la pression politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que politiquement, on s'intéresse à une problématique de sécurité parce qu'elle intéresse les citoyens, et donc le politique s'inquiète, et donc ça s'adresse à la personne qui est responsable, c'est-à-dire le procureur du roi, puisque le procureur du roi est là aussi pour garantir la sécurité publique. Donc oui, de la pression, il y en a au quotidien, mais de pression directe, non. J'ai connu de la pression, je dirais, plus
une espèce de corporatisme, ça oui, un peu, je dirais comme on disait par rapport à l'armée avant, je pense que ça existe en partie aussi un peu dans la magistrature. J'ai connu dans certains dossiers plus une pression non dite et non directe, mais où on sent une pression corporatisme de l'institution par rapport à certaines positions qu'on peut prendre. Mais on le sait quand on fait ce métier-là, c'est un métier qui est exposé, et donc voilà, il faut vivre avec, et les magistrats sont très indépendants, et donc et se battent d'ailleurs pour leur indépendance, et je pense qu'ils font bien d'ailleurs, donc ce n'est pas un problème. Mais donc de pression directe, vraiment aucune. Alors on va terminer par une dernière question. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote drôle, croustillante, peu importe? Oh là là, ça tu me prends un peu au dépourvu. Oui, parce que... j'aurais dû te prévenir, mais je préfère la spontanéité. Oui, une anecdote drôle et croustillante. J'avais dans mon tiroir, j'avais gardé au fur et à mesure des années tous les petits PV un peu sympathiques ou drôles. J'ai pas de choses, d'idées particulières en tête comme ça. Un des événements qui m'a marqué sans être un événement dramatique, parce que souvent, malheureusement, ce sont des événements dramatiques. Et c'était au début où j'étais porte-parole, donc pas procureur du roi, c'était où j'étais porte-parole. Il y avait à Bruxelles une ancienne James Bond girl qui avait disparu pendant plusieurs jours, et donc son nom m'échappe là maintenant, mais elle a disparu pendant 3 ou 4 jours, et donc j'avais la presse du monde entier qui était à mes trousses pour que je donne un maximum d'informations sur ce que faisait le parquet par rapport à ce dossier de disparition inquiétante. Et elle a réapparu après quelques jours en pleine forme. Voilà. On n'a jamais vraiment su ce qu'elle avait fait, mais voilà. Une petite escapade bruxelloise qui, à moi, m'a coûté de nombreuses heures de travail et de la pression de la part des journalistes. Peut-être toi aussi, d'ailleurs, puisqu'à l'époque, tu étais sûrement encore journaliste. Ça m'échappe. À mon avis, mon cerveau a dû effacer. Waris Derry Jones, elle s'appelait. Ah, ok. Voilà. Et est-ce que tu l'as eu dans ton cabinet ou même pas? Non, je ne l'ai pas eu dans mon cabinet. J'ai croisé certaines stars, pas dans mon cabinet, mais au parquet, mais pas elle, non. Et quelle autre star? Oh, des stars de cinéma qui venaient porter plainte. Ah, mais tu peux pas nous en dire plus parce que c'est secret professionnel. Exactement, le secret professionnel. Eh ben écoute, Jean-Marc, je te remercie beaucoup. Ben, c'est moi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.